le monde. De quoi est-il fait? Comment s'est-il créé? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que l'esprit? Et qu'est-ce que l'homme, là au milieu, qui se pose toutes ces questions? Depuis toujours, l'homme a tenté d'y répondre. Par les religions, par les sciences, par la philosophie, par l'observation de tout ce qui est autour de lui. Mais parmi les savants, les artistes, les philosophes et les hommes d'église, certains ont étudié et travaillé la nature de façon bien étrange. Ce sont les alchimistes. N'aurait-il pas trouvé quelques réponses en cherchant cette extraordinaire pierre philosophale qui permettrait, dit-on, de transmuter les métaux en or? Partir à la découverte de l'alchimie et de ses mystères pourrait donc nous apporter quelques lumières inhabituelles sur ces questions fondamentales de la condition humaine. C'est ce que les alchimistes laissent deviner dans leurs traités et sur quelques monuments. On nous a dit d'aller d'abord à Bruxelles, sur la Grand Place. Il paraît que les alchimistes y ont inscrit quelques-uns de leurs secrets. Il y aurait donc au cœur de l'Europe une place alchimique. Elle est sous la protection de Saint Michel. C'est dans les décorations extraordinaires qui ornent les façades qu'il nous faut chercher la trace des alchimistes. On peut voir dans ce décor des évocations mythologiques, politiques, religieuses. On peut y lire les témoignages de la prospérité des propriétaires des maisons, les enseignes d'activités commerciales ou les emblèmes de diverses corporations. Mais les ors de ces décors engendrent une étrange fascination. Ces façades suscitent l'imaginaire, le rêve, comme si elles étaient des clés pour ouvrir d'autres dimensions de notre monde. L'histoire de la Grand Place épouse la démarche de l'alchimie. Elle connaît d'abord son œuvre au noir, c'est-à-dire sa destruction. Et c'est Louis XIV qui s'en charge. En 1695, ses armées bombardent Bruxelles.
À part le beffroi de l'hôtel de ville, il ne reste plus rien des constructions médiévales. Mais à peine 5 ans plus tard, tout est reconstruit, comme par enchantement, selon un plan décoratif très précis. Celui de Guillaume de Bruyn, architecte et magistrat de la ville. À la fin des travaux, il monte sur un échafaudage au pied de la statue de Maximilien de Bavière et lance à ses ouvriers : Vous avez eu la conscience de travailler pour l'éternité. Il avait donné à la Grand Place de Bruxelles une certaine forme d'immortalité grâce à ce décor qui continue aujourd'hui à questionner les visiteurs et les passants. On dit qu'il avait dissimulé dans les ornements un véritable grimoire d'alchimie. Sur les façades, on retrouve souvent l'écho des gravures énigmatiques qui ornent les différents traités d'alchimie des XVIe et XVIIe siècles. Le Motus Liber, la splendeur du soleil, le musée hermétique, le lever de l'aurore, Ces mystérieuses images alchimiques semblent avoir un étonnant pouvoir d'attraction. Que vient-on chercher ici ? les sources intimes de la culture du monde occidental, peut-être. En cette fin du XVIIe siècle, sur la Grand Place de Bruxelles, des alchimistes ont voulu, avec Guillaume de Bruyn, laisser une dernière trace de leurs extraordinaires connaissances. À l'aube du siècle des Lumières et de la raison, ils avaient compris que l'alchimie allait donner naissance à la chimie, et que leur conception de la matière et de l'univers était condamnée à rentrer dans l'ombre pour de nombreuses années. Afin que leur connaissance précieuse, mais dangereuse, ne soit pas perdue ni dévoyée, ils ont gravé de façon énigmatique quelques-uns de leurs secrets. Cette rose en est le signe. C'est la fleur du secret. Et c'est aussi, dit-on, avec le phénix, une image de la pierre philosophale. Pour déchiffrer ce grimoire que sont toutes ces façades, il nous faudrait les lumières d'un alchimiste. Mais où le trouver ? Loin de la foule de la Grand Place. Car dans le calme discret de leur maison, il existe encore, de nos jours, des alchimistes. Leur laboratoire est un laboratoire d'aujourd'hui, sans toile d'araignée ni chauve-souris. Patrick Burenstenas est devenu alchimiste après avoir fait des études de physique dans une grande école d'ingénieurs. J'ai travaillé sur la résistance des matériaux, particulièrement, sur la mécanique des poudres, pas des poudres explosives, mais des poudres métalliques. Et puis j'ai travaillé plus particulièrement sur ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, hein, les paliers de roulement autolubrifiants. Mais loin de moi l'idée de penser qu'il y avait une arme, qu'il y avait un esprit à l'intérieur du métal. Et on franchit le pas en faisant de l'alchimie. Une matière première, ici, un minerai métallique et un sel pour provoquer la fusion. Là, je prépare mon sel de rosé. Et je vais mettre mon creuset.
C'est en faisant fondre ce métal que l'alchimiste espère, un jour, y découvrir la pierre philosophale. Mais s'agit-il vraiment de la simple fusion d'un métal? Tout scientifique se heurte un moment à un mur. Alors j'ai cherché ailleurs, autrement. Et c'est comme ça que je suis tombé par hasard sur l'alchimie. Alors je suis tombé sur un vieux livre de Jolivet-Castelot, et ce vieux livre parlait de l'âme de la matière. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il y avait quelque chose d'impalpable associé à la matière, sur lequel on avait une action qui donnait une réaction. Je dis, ça c'est très intéressant, il n'y aurait donc pas que la matière inerte, mais il y aura autre chose. Alors je me suis intéressé à cette autre chose, et dans ce livre, pour la première fois, j'ai entendu parler d'alchimie. Alors évidemment, ma première réaction, ça a été, qu'est-ce que c'est que ce fatras de superstition moyenâgeuse? Sauf qu'à l'intérieur de ce livre, il y avait des expériences. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Alors j'ai essayé, et puis il s'est passé des choses que je n'ai pas comprises. Alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ça de côté en disant, oh là là, c'est un truc bizarre, dangereux, ça ne va pas me donner de réponse, mais ça va m'apporter d'autres questions? Ou alors j'essaye de continuer dans la branche pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et j'ai continué dans cette branche, c'est-à-dire que j'ai monté mon laboratoire, et puis j'ai travaillé dedans pendant une vingtaine d'années. Et puis je suis arrivé à un certain nombre de conclusions, qu'effectivement la matière ne se limitait pas au visible, mais qu'il y avait autre chose, et que finalement l'autre chose, c'était ça l'important, c'était l'essentiel. Et puis ça rejoint assez bien aujourd'hui les théories de physique quantique ou d'hypercorde, où on dit finalement que la matière, c'est jamais qu'une onde qui tourne, et que le plus important dans un corps, est-ce que c'est la matière ou est-ce que c'est le plan qui est dedans? Comme tout chercheur, l'alchimiste a pour désir de voir agir devant lui les ressorts cachés de la nature et s'ouvrir le secret des formes. J'ai fait des trucs bizarres qui aujourd'hui seraient parfaitement acceptés puisque la physique quantique ne fait que ce que je suis en train de faire finalement. Mais c'était un peu trop étrange et j'avais le choix que de rester dans un milieu académique, standard, ou alors partir dans un milieu fantaisiste, mais avec une ouverture. Alors j'ai préféré partir dans un milieu fantaisiste. Et je loue chaque seconde le choix que j'ai fait. L'alchimiste espère voir se projeter dans son creuset le film de la création du monde et de la nature. C'est le grand œuvre. Un rêve qui peut paraître irréalisable. Pourtant, tous les traités d'alchimie disent que c'est un jeu d'enfant. Encore faudrait-il avoir gardé son âme d'enfant. Un enfant peut le faire, mais c'est peut-être pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est sans doute trop simple. Entreprendre ce voyage alchimique, c'est donc partir à la rencontre de son âme d'enfant. J'espère pas vous faire abandonner tous vos carrières, mais en tout cas montrer qu'il y a peut-être une autre manière de voir le monde. Alors bien sûr, on a une manière officielle de voir les choses, et puis on a une manière religieuse, et puis on a une manière politique, et puis on a une manière commerciale, mais la manière de l'alchimiste, c'est peut-être une manière de plus, mais c'est une manière de voir le monde qui s'affranchit de tout dogme, de toute culture, de toute religion, de tout pays, et qui se retrouve aux quatre coins du monde, car tous les alchimistes, quel que soit leur point de départ, cherchent la même chose et le cherchent de la même manière. C'est comme si, tout à l'heure je parlais d'ondes qui créent la matière, que derrière tout ça il y avait une onde unique.
et que tout le monde est à la recherche de cette onde unique. Le voyage alchimique est un voyage hors du temps. Passé, présent et même futur se mélangent dans la quête de cette onde unique. On va mettre nos pas où nos anciens ont mis leurs pas, pour essayer de comprendre si c'était des fous furieux ou s'il y avait vraiment quelque chose. Et puis on va voir aussi qu'il y a des lieux mythiques et mystiques qui ont été construits avec des messages alchimiques à l'intérieur. Donc on peut imaginer que si des gens se sont donné la peine de mettre ces messages au cours des temps, pendant presque 1000 ans, ils avaient quand même une certaine suite dans les idées pour continuer à semer ces informations sur ce chemin. Chaque lieu va fonctionner un peu comme une machine qui va nous transformer, où on va apprendre des choses, où on va laisser des choses, où on va comprendre des choses, un peu comme les pièces d'un puzzle. Petit à petit, on va accumuler des informations, et puis j'espère, par moment, on aura des illuminations qui vont faire que « Ah tiens, telle pièce va avec telle pièce, et je comprends enfin ce que ça veut dire ». On doit comprendre d'abord le principe, et ça c'est toute notre démarche. Et quand seulement on a compris le principe, alors on pourra se mettre au creuset. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Le sel va faire fondre la matière première. Une braise accélère la réaction. Voilà, la réaction va se déclencher et le métal va lâcher son feu. Donc le creuset va monter en température, voilà. La flamme violette sort. Ça c'est le métal qui libère son feu. Voilà. Et à l'intérieur se produit ce que les alchimistes appellent le volcan. Écoutons l'alchimiste. Comme ces fleurs de papier japonais qui s'épanouissent d'un coup dès qu'on les trempe dans un verre d'eau, la rose et les façades de la Grand Place vont pouvoir se déplier, s'ouvrir et nous dévoiler les principes de l'alchimie. D'abord, le travail sur la matière. Il s'organise autour du nombre 3. Il y a 3 roses sur le rosier, à diverses étapes de leur éclosion. Et juste à côté, on trouve 3 drapeaux qui représentent 3 couleurs. On va passer par 3 étapes. Première étape, la décomposition de la matière, l'œuvre au noir, donc ce sera la couleur noire. Ça sera aussi symbolisé par un corbeau. Parce que décomposer la matière, c'est la volatiliser. Et donc prendre un volatile noir, et bien, tout naturellement, on a pris un corbeau, première œuvre. Le manuscrit médiéval Le lever de l'aurore représente cette phase du travail alchimique. Car l'œuvre au noir, c'est la matière devenue noire, comme le corbeau. C'est sa décomposition en ses divers éléments, en ses principes masculins et féminins, ce que montre aussi ce traité du XVIIe siècle, le très précieux don de Dieu.
L'œuvre au noir est encore évoquée par Salomon Trismozin dans son livre d'alchimie La splendeur du soleil. Ici, le soleil noir, évidemment. Une fois qu'on a décomposé la matière, eh bien on va rassembler les morceaux de cette matière et à ce moment-là, la matière devient blanche. Et ça sera la deuxième étape, l'œuvre au blanc ou la licorne, liée par la corne, par le milieu du front. L'œuvre au blanc est la matière recomposée et purifiée. Elle est symbolisée par la licorne. La fameuse tapisserie de la Dame à la licorne, exposée au musée du Moyen-Âge à Paris, et tissée sans doute à Bruxelles à la fin du XVe siècle, célébrerait donc l'œuvre au blanc. Le secret de la licorne. Un secret que le créateur des aventures de Tintin, qui traversa souvent la grande place de Bruxelles, connaissait sans doute. Les 3 licornes que convoitent les frères Loiseau ne conduisent-elles pas au trésor de Rackham le Rouge ? Quand la matière est parfaitement purifiée, alors la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur de la matière et la couleur qui en résulte est rouge, 3e couleur. Comme l'illustre une autre figure du traité de la splendeur du soleil. Et c'est pour ça que derrière nous, on a 3 drapeaux qui représentent un noir, un blanc et un rouge, les 3 couleurs de l'œuvre. Ces 3 couleurs trouvent un écho de l'autre côté de la place, avec Saint-Nicolas. Souvenez-vous, ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. 3 petits enfants qui sont coupés en petits morceaux et mis au saloir comme pourceaux. Alors Saint-Nicolas arrive et sort ses enfants de ce saloir et les rend vivants. Il rassemble les morceaux. Donc c'est exactement là quelle est notre quête. On prend une matière, on la découpe en morceaux, on la purifie grâce au sel. Et une fois que cette matière est purifiée, eh bien on n'a plus qu'à rassembler les morceaux grâce à l'esprit qui est représenté par Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est bien sûr l'ancêtre du Père Noël, puisqu'il a rendu la vie à des enfants, donc il les a rendus heureux, ce qui est quand même aujourd'hui le rôle du Père Noël. Ce Père Noël possède ces 3 couleurs, le noir, le blanc, le rouge, qui sont 3 couleurs qu'on a vues sur nos 3 drapeaux. Saint-Nicolas et les 3 petits-enfants mis au saloir évoquent encore 3 autres grands principes de l'alchimie. Le mercure, le soufre et surtout le sel, le plus complexe de ces 3 principes. Toute la façade que surplombe Saint-Nicolas illustre un des rôles de ce mystérieux sel. À l'entresol, des enfants. Toujours des enfants. Ils semblent s'amuser à faire la lessive. Ils essorent des draps. Image qu'on retrouve souvent dans les traités. Les alchimistes se servent en effet de la rosée, qu'ils recueillent sur de grands draps étendus dans les champs. Au printemps, entre le bélier et le taureau, à l'aube. Comme le montre le Mutus Liber, le livre muet, car il n'est fait que d'images. Un des plus célèbres traités d'alchimie du XVIIe siècle. La rosée est pour les alchimistes une eau singulière. Elle est descendue du ciel. C'est le fruit de l'air, de la lumière, des étoiles et du soleil. C'est une eau qui contient du feu.
L'alchimie est une poésie de la nature. Une fois que j'ai récupéré le liquide et que je veux pouvoir en extraire le sel, alors on va le passer au four et on le séchera avec grande industrie. Et pour montrer que quand on sèche une matière, le feu doit être vif, vif comme le renard qui est dessous, un animal rouge comme le feu. Le sel de rosée. On dirait aujourd'hui du nitrate d'ammonium, qui est un explosif très puissant. Ce sel est capable de faire fondre la matière première, de l'ouvrir, disent les alchimistes. Cette matière ouverte pourra être travaillée, rectifiée, rendue droite. Ce qu'évoque la justice avec son épée. Cette matière recomposée est une promesse d'abondance. Comme Eh bien, des portes seront ouvertes grâce à la musique, aux 7 notes de la gamme représentées par ces 7 dieux qui nous conduiront aussi sur cette voie du milieu. L'alchimie est d'abord art de musique. Monteverdi, considéré comme l'inventeur de l'opéra avec son Orfeo, où le héros par son art peut franchir les barrières de la mort, était passionné d'alchimie. à Prague, il avait rencontré Michael Mayer, auteur d'un célèbre traité d'alchimie, La Talente fugitive. Le grand œuvre y est expliqué par un ensemble de fugues, de gravures et de poèmes. Un essai d'art total. Comme l'opéra, qui veut dire œuvre. L'alchimiste écoute la musique de son creuset. Il doit aussi pouvoir comprendre les couleurs qui en sortent. De grands peintres furent proches des alchimistes, les Flamands en particulier, Jérôme Bosch, Van Eyck, Bruegel l'Ancien ou Bruegel dit de velours, qui consacrent une série de tableaux aux éléments. Le feu, l'eau, la terre, l'air. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme les 7 notes de la gamme, nous mènent à l'infini. Le pan incarne pour l'alchimiste l'infinité des couleurs. On le retrouve sur la Grand Place, transformé en or, juste à côté de la maison des 7 dieux. On sait qu'il faudra passer à travers des notes. Eh bien, le pan nous donnera la clé des couleurs. Et quand on aura les deux, c'est-à-dire le chant du pan et ses couleurs, eh bien on aura enfin le secret de la gamme chromatique. Car c'est curieux comme nom de parler de gamme chromatique. La gamme, c'est de la musique, du son, et pourtant on parle de chromatique, de couleurs. Y aurait-il un lien entre les couleurs et la musique ?
On s'apercevra, quand on ira à Chartres par exemple, que les couleurs sont une clé et la musique, la serrure. Et bien entendu, Salomon Trismosin, dans son traité d'alchimie La splendeur du soleil, associe le pan à un concert. L'alchimiste doit également savoir jouer avec les mots. La maison dite du duc de Brabant, riche de ses pilastres dorés, lui parle de l'alchimie du verbe. Certaines figures sont des hiéroglyphes, disait-on à la Renaissance, c'est-à-dire des rébus dont les solutions livrent quelques secrets utiles, comme ce pot en étain. L'étain est un métal très particulier, c'est le métal de Jupiter, la foudre. Et c'est étrange parce qu'on entend étain. Étain pour la foudre, c'est bizarre, sauf si on utilise un produit tiré de l'étain, qui est le sel d'étain. Alors l'étincelle, bien sûr. Donc le sel d'étain permettra de capturer la foudre, capturer une énergie particulière pour compléter notre œuvre. Après le feu du ciel, l'air, le vent. Caché dans le hiéroglyphe du moulin à vent. Le moulin de la galette, disent les alchimistes. Ils moulent la farine pour fabriquer la galette des rois, l'or. Le moulin à vent signifiera quelque chose de particulier en alchimie, car on dit le vent l'a porté dans son ventre. Le ventre du vent. Pour pouvoir explorer les rouages cachés de la matière, l'alchimiste doit en même temps explorer ceux de sa propre conscience. Cette gravure de style médiéval, placée par Camille Flammarion dans son livre sur l'atmosphère, est le reflet de cette curiosité tous azimuts de l'alchimiste. Le ventre du vent. Michael Mayer, dans son Atalante fugitive, en fit bien entendu une fugue, une image et un poème. De nombreux écrivains se sont évidemment intéressés à ce vent mystérieux, qui donne vie à leurs personnages. Je pense particulièrement à Cervantes qui a expliqué ça dans son texte Don Quichotte, car bien sûr Don Quichotte est un roman alchimique. Don Quichotte, grand et maigre, Sancho Panza, petit et gros, le couple infernal, soufre Mercure, à la quête justement du souffle à l'intérieur des géants. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces géants? Bien sûr, les moulins à vent. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ventre des moulins à vent? Eh bien, un secret caché à l'intérieur du vent. Pour l'alchimiste, comme pour Don Quichotte, il faut donc savoir regarder au-delà de ce qu'on croit voir. La quête nous dira donc, vois au-delà des apparences et tu trouveras le souffle caché à l'intérieur de la matière. En désirant comprendre ce qui est au-delà du monde sensible, l'alchimiste, homme de science et artiste, devient enfin un philosophe, un sage. La richesse matérielle, et donc la possession de l'or, ne peut être le but de l'alchimiste. En alchimie, on dit, si tu cherches pour faire de l'or, tu ne trouveras jamais. Mais si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. La question qu'on pourrait se poser sur notre quête, quelle est-elle cette quête? Pour l'alchimiste, c'est la quête de l'unité, de l'indifférencié.
Mais le fait de désirer quelque chose est la seule manière de ne pas l'obtenir. Car dès l'instant que je vais désirer l'indifférencier, je vais le différencier. Nous sommes obligés de trouver quelque chose sans savoir ce que c'est. À la seconde où je vais imaginer ce que c'est, je ne peux plus le trouver. Et c'est pourquoi cette fortune doit rester aveugle. À côté de la fortune, un voyageur, un alchimiste peut-être, vient voir un ermite. Ce personnage est un vieillard, ce qui veut dire que cette quête est bien longue et difficile, et qu'elle nécessitera une longue patience. La matière première sera fondue et refondue de nombreuses fois. Une vie entière, bien souvent, passée dans l'œuvre au noir. Jusqu'à ce qu'à l'intérieur du lingot se forme, un jour, la pierre philosophale. Mais en attendant, il faudra que le métal s'organise, que les lignes de la cristallisation convergent, et que parvienne à se dessiner dans le lingot la forme d'une étoile. Quand elle aura 5 branches, on dira que l'œuvre au blanc, la deuxième phase de l'œuvre, est accomplie. Il restera à réussir l'œuvre au rouge. La pierre philosophale ne sera peut-être plus très loin. Mais pour l'obtenir, l'alchimiste, on l'a vu, a dû s'être transformé lui-même. Et souvent, c'est un grand voyage qui provoque cette transformation. La tradition lui fait ainsi rejoindre les chemins de Saint-Jacques. En cette veille de Noël, nous allons donc quitter Bruxelles et prendre la route de Compostelle, un peu comme les rois mages guidés par leur étoile. Sur la grande place de Bruxelles, nous n'avons fait qu'entrevoir, et de façon allégorique, les premières bases de l'alchimie. Il va nous falloir les vivre et les mettre en pratique. Saint-Michel sera notre compagnon de route. Et Saint-Gilles annonce le but de notre voyage, avec la coquille qui le surplombe. Pour quitter la Grand Place, il faut passer sous le beffroi de l'hôtel de ville. Cette porte s'ouvre sur un voyage qui peut être périlleux. La recherche de l'alchimiste est placée sous le signe de la prudence et de la lumière. Avec le flambeau que tient cette prudence, nous irons visiter des mondes obscurs et souterrains. Ce qu'illustre une gravure de la Talente fugitive. Comme Saint-Michel et comme un preux chevalier, l'alchimiste doit partir à la rencontre du dragon. Car le dragon représente l'énergie, ou la lumière cachée à l'intérieur de la matière et de ses atomes. Une énergie qu'il va falloir récupérer pour accomplir les phases de l'œuvre. Le dragon du lever de l'aurore invite à ce travail.
Mais Saint-Michel n'est pas seul pour servir de guide dans cette quête de la lumière. Sur un côté, on voit Saint Christophe qui tient l'enfant sur les épaules. Saint Christophe veut dire le chrysophore, le porteur de l'or ou le porteur de la lumière. Et de l'autre côté, on a Saint Georges terrassant le dragon aussi, qui représente la lumière récupérée par l'homme. Le porche de l'Hôtel de Ville de Bruxelles résume toute la démarche de l'alchimiste, qui doit réunir ce qui est en bas avec ce qui est en haut, et livrer le même combat que l'archange Michael. Mais comment faire ? Nous allons le découvrir peu à peu, à chaque étape de notre voyage. Nous apprendrons à nous aligner sur la vibration des énergies du monde, comme semble le signifier une bizarrerie architecturale de la façade de l'Hôtel de Ville. Quelque chose de très particulier, c'est que le portail ici n'est pas aligné sur cette tour. C'est en prenant ce chemin qu'on va vers l'alignement, car le portail du fond, celui qui donne sur la place où est le départ du pèlerinage, est aligné. C'est comme si à travers ce chemin, de l'extérieur non aligné, on faisait un passage, ou plutôt 3 pas sages, à l'intérieur de la voie du milieu. Cette étoile figure la queue du dragon, c'est-à-dire l'endroit où la lumière est tombée à l'intérieur de la Terre. Donc il suffit de courir sur l'échine du dragon pour retrouver son feu qui nous conduira jusqu'à son souffle, à l'endroit où le feu d'en haut rejoint le feu d'en bas, c'est-à-dire l'endroit où les étoiles sont tombées dans la Terre, bien sûr Compostella, Compostelle. À l'image du dragon de la Talente fugitive, notre voyage décrira une boucle. À l'emplacement de l'Hôtel de Ville, il y avait un marécage avec un menhir qui marquait le début du chemin. Notre route sera jalonnée de pierres levées, de mégalithes et de tours. Comme si les vertèbres de ce dragon souterrain affleuraient parfois à la surface du sol. Nous irons à Chartres, au Mont-Saint-Michel, à Rocamadour et à Compostelle. Et puis nous reprendrons la direction de Bruxelles. Mais nous nous arrêterons à Paris, au pied de Notre-Dame. Et grâce à ce grand voyage alchimique, nous pourrons comprendre comment se réalise la pierre philosophale.